Guillaume Gosselin, Guillaume Gosselin. président de l'association Seine-et-Marne 1914, partenaire du musée de la D'accord. Grande Guerre de Meaux. Et donc on participe en tant qu'association. On avait posé avec une autre association, la Heavy Division, on a été à la pose de la première pierre. Ensuite on a fait l'inauguration du musée donc, en 2011 et on sera donc présent pour les 10 ans du musée. Et tous les ans on vient pour faire le week-end de la reconstitution qui se tient d'ordinaire, qui se tenait au mois d'avril, mais qui là va se tenir pour la deuxième fois au mois de septembre. Au mois de Il y septembre. a des chances que ce soit pérennisé parce que ça coïncide avec la bataille de la Marne. Il y aura au mois de septembre une grande Oui, reconstitution. tout à non, fait, où il y aura presque 280 reconstitueurs de différents uniformes, que ce soit d'uniformes allemands, américains, italiens, véhicules, donc il y aura le char qui sera là. Il y a déjà une date arrêtée précise. Alors je crois que c'est 3-4 septembre, si je ne me trompe pas. D'accord. 3-4 septembre. Et oui, donc toute l'installation se fera le vendredi. Et le dimanche, il y aura en plus le meeting aérien au-dessus du musée. Je crois que le meeting devra avoir lieu à partir de 17h. Donc c'est les ailes du Pays de Meaux qui feront un show aérien spécial Première Guerre mondiale. D'accord. Avec des explosions, avec des tirs d'avion, des combats aériens. Vous étiez en contact avec cette association Oui, qui amène c'est une association avec laquelle on est une association amie, à savoir que Mémoire de Poilus, on est avec eux depuis le début de la reconstitution. On a été présent avec eux pour le 14 juillet 1914 quand on s'est retrouvé aux Tuileries au moment du défilé du 14 juillet. Donc on était présent là-bas et après avec eux on a continué d'être présent. On était en 2016 à Verdun. On a été faire, on va dire, des échanges dans leur secteur en 2017 et on est présent au musée et on est présent avec d'autres associations quasiment France entière. Que ce soit sur nous, c'est notre cœur de cible, c'est du français 14-18, savoir qu'on a fait évoluer nos uniformes. Et à côté, j'ai aussi l'association de la Heavy Division, où on fait de l'américain Deuxième Guerre et de l'américain, bien entendu, 1917, le SAMIS, le Duke Boy, qui est devenu après en 40 le GIs. Qu'est-ce qui vous a fait vous intéresser à la Première Guerre mondiale? Vous auriez pu Oui, peut-être moi, pour la deuxième. Alors moi j'ai commencé dans la reconstitution avec la Deuxième Guerre mondiale, avec la Ivy, parce que sur un détail qui est quand même assez amusant, parce que la Ivy, ça signifie lierre en anglais. Et ça signifie en latin le V et le trait qui correspond à 4 en chiffre latin. Puis j'ai rencontré les membres le président de l'association, donc du lierre. Et puis on s'est intéressé et j'ai donc découvert, je connaissais un petit peu, mais que c'est l'unité, la 4e DI, qui a débarqué sur Utah Beach, qui a fait la jonction avec les parachutistes de la 92e et de la 101e Airborne, et puis qui a libéré Paris, chose qu'on ignore parce qu'on dit toujours la 2e DB, mais la 2e DB a libéré Paris grâce à la Ivy. Et puis au sein de notre unité, j'ai trouvé que c'était sympathique de montrer un historique de l'armée américaine et on a décidé de créer l'uniforme, une section 1917 qui correspondait après à l'entrée en guerre des États-Unis. D'accord. Et de fil en aiguille, ici avec le musée et avec le musée de Philippe Braquet, Philippe Braquet a organisé plusieurs reconstitutions. Puis on a dit pourquoi on ne créerait pas une association. Donc on a créé Seine-et-Marne 1914 qui sont créés je crois en 2012 où tout doucement on s'est mis dans le mouvement. Vous êtes combien au total dans votre association? On est une vingtaine. D'accord. Et on a la chance d'avoir effectivement du masculin et du féminin. Et notre cœur de cible, c'est le 276e, qui est donc le régiment de Villeroy, le régiment qui s'est battu avec Charles Péguy. Ah ouais, donc notre premier uniforme, notre base, c'est le 276, ce qu'on appelle l'écu rouge. Et donc là, je suis en 138e parce que le 276 en 1917 a été dissous, savoir qu'il avait été tellement endommagé par ces années de guerre. Donc le 138e, parce que j'ai un ami dans l'association, son grand-père faisait partie de cette unité. Donc voilà, et on a même créé depuis maintenant 2 ans, toujours dans le cadre de la dynamique, une unité France 40. Ce qui fait qu'on est en uniforme de Français 40. Donc on est passé des grands-pères, du moins des arrière-grands-pères, aux grands-pères et aux pères. Donc c'est quelque chose de passionnant, toujours faire partager l'histoire autrement, par le vécu, par les contacts, par les témoignages. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour les jeunes, il n'y a pas forcément un lien avec les livres importants. Donc ça nous permet, nous, de faire des échanges, de parler d'histoire
comme ça, à brûle-pourpoint. Il y a de ça 15 jours, on était avec l'association France-Maroc, qui est une belle association avec Nouria Rezeg. On a fait la randonnée, et dans cette randonnée, ce qui est passionnant, c'est qu'on a pu rencontrer des jeunes, des élèves qui avaient 10 ans, des élèves qui avaient 15 ans, et qui étaient remplis d'envie de poser des questions, ce qui a permis même d'aborder la Deuxième Guerre mondiale et pourquoi Hitler avait tué les Juifs. Donc partant de quelque chose de basique, on parle même de Napoléon III, on fait de l'histoire autrement. Là, vous repartez là, pour la Deuxième Guerre mondiale avec du matériel, des costumes. Alors, oui, tout à fait, sachant des que uniformes nous, différents. voilà, bien sûr. exactement. On part, pour nous, dans notre gamme d'uniformes. Moi, en plus, je suis en uniforme d'officier, mais j'ai aussi mon uniforme de soldat. Et on a fait l'évolution, à savoir qu'on est passé de gris de fer bleuté à bleu horizon, et de bleu horizon à une couleur qu'on va appeler un drap moutarde français. Mais l'esprit était toujours le même, à savoir qu'on avait toujours une capote, et que la première armée du monde en 1935 va devenir une armée qui va perdre la guerre en un mois. De même que le matériel, les chars, tout ça a Voilà, évolué. exactement, exactement. La France, qui était innovante avec les blindés, va se retrouver à avoir des chars d'excellente qualité, mais qui vont être mal employés. Voilà, c'est dommage. Et c'est bien cette reconstitution de chars, parce que comment on pense pas souvent que pendant la guerre 14-18, ils avaient déjà des chars comme Exactement. ça. Exactement. Et où c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que les Britanniques vont réussir à faire aussi des chars, le Mark 1, le Mark 2. Ils vont en avoir plus de 500. L'armée allemande, par contre, je crois qu'ils vont avoir en tout et pour tout 30 chars. Ça veut dire que pendant la Première Guerre mondiale, le char pour les Allemands, c'est vrai quelque chose d'intéressant. Et vous nous montrez qu'ils vont énormément évoluer. Parce que Guderian, qui va partager les mêmes idées que Charles de Gaulle, lui se dit une unité mécanisée, c'est ce qu'il nous faut pour faire une guerre rapide, ce qu'on va appeler la guerre éclair. De Gaulle l'avait en tête, mais ces idées n'étaient pas partagées par la France, mais étaient partagées par l'Allemagne. Rommel, Guderian, ça va devenir les maîtres à penser et l'unité blindée, quelque chose d'important. Mais où c'est passionnant, c'est de se dire que les Américains, pareil, le char pour les Américains, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il va falloir attendre malheureusement l'entrée en guerre des États-Unis pour la fabrication en masse du char Sherman, pour que le char devienne le roi des batailles. Mmh. Et aujourd'hui, le char, son utilité, sachant que beaucoup de conflits se font dans des zones urbaines, c'est quelque chose de terrible. C'est vrai que l'armée russe en Tchétchénie s'est rendu compte que le blindé, même si c'était le meilleur blindé du monde, contre des hommes déterminés, un blindé, ça ne sert pas à grand chose. Ouais, c'est vrai. Je vous remercie de toute cette histoire. Vous êtes un passionné. Hein, c'est ça, oui. Et donc, on vous donne rendez-vous pour le mois de septembre. Alors, avec grand plaisir. On aura, je vous ferai visiter notre campement, notre bivouac. Et puis, vous verrez qu'on a, des comme moi, on est des dupliqués. Ils sont tous pareils. Ouais. Passionnés. Ok, merci à vous. Merci à vous. Je voudrais vous dire qu'on est très heureux de partager ce moment avec vous. Très honoré que vous ayez pris le temps de venir, surtout un samedi. Les maires, on a beaucoup de planning chargé. Ouais, samedi, demain c'est les élections, exactement. Et donc vraiment très, très heureux de vous accueillir, très heureux d'accueillir monsieur et madame Orlando. Je savais qui vous étiez, parce que moi je fais partie des gens qui, alors là pour le coup, chacun ne font pas de différence. Je suis trop imprégné depuis maintenant près de 15 ans de l'histoire de la Première Guerre mondiale pour ne pas savoir le tribut qui a été apporté par chaque village, quasiment chaque quartier de notre territoire. Et donc je sais combien, évidemment, la Provence, comme toutes les autres régions de France, ont été extrêmement sollicitées dans cette tragédie que fut la Première Guerre mondiale. Donc je savais que vous existiez, que vous aviez depuis de nombreuses années animé autour du devoir de mémoire tout un travail de réflexion à la fois historique, technique, de haut niveau. Et, pardon, et c'est vrai que nous ici à Meaux, et au Pays de Meaux, avec ce musée de la Grande Guerre, on est très attaché à l'excellence dans le domaine, parce que c'est un musée d'histoire, c'est un musée où la dimension scientifique est très importante, et c'est en même temps un musée des hommes, des femmes et des enfants pendant la guerre. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas un musée de la guerre, ça nous avons les Invalides, ça n'est pas un musée dédié à une bataille, Verdun, Péronne, c'est un musée qui est dédié à la vie des hommes, des femmes et des enfants de tous les pays du monde engagés dans cette guerre mondiale. Et c'est ce qui fait l'originalité de ce musée à travers la collection de Jean-Pierre Werner. Vous savez que c'est la plus importante collection privée au monde d'objets de 14-18 que nous avons. Alors,
Évidemment, on ne peut pas tout exposer, donc on a des collections qui sont archivées, qui sont très très importantes, ce qui nous permet d'ailleurs de faire des expositions temporaires aussi. Et puis c'est vrai qu'il y a toute une vie autour de ce musée, puisque nous avons la chance d'avoir une association des amis du musée extrêmement dynamique, avec à sa tête son président Christophe Ponot-Roger qui est ici, et puis avec autour de lui énormément de bénévoles, passionnés, engagés. Nous avons des on dit reconstituants, reconstituteurs. Il faut qu'un jour vous preniez 2 minutes pour m'expliquer la différence. Je sais juste qu'au Scrap, j'ai plus de chance avec reconstituant qu'avec reconstituteur, c'est à peu près tout ce que je sais. Mais il faudra que vous m'expliquiez. En tout cas, vous êtes surtout des grands amis, vous êtes tout le temps là, et pour moi c'est très 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 important, parce que avec le temps qui passe, mon combat, et le combat de beaucoup d'entre nous, c'est qu'il ne faut pas que la mémoire flanche. Et que les jeunes générations mesurent ce que cela voulait dire une guerre mondiale pour la génération de nos arrière-grands-parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Et vous savez, moi je pense que ce qui fait l'identité d'un pays, d'un continent, paradoxalement, c'est tragique. Alors le tragique, c'est la guerre. Malheureusement, c'est ça qui a, depuis des siècles et des siècles, rythmé la vie, les comportements. Or, nous avons cette chance immense sur notre continent, après toutes ces tragédies depuis 1945, de ne plus avoir de guerre sur notre continent, à l'exception de la tragédie de l'ex-Yougoslavie. Mais sinon, il n'y a plus cette mémoire-là. Et donc, on a tendance à perdre complètement les proportions des choses. Combien de fois je dis à mes enfants, arrêtez de dire c'est tragique, au motif qu'il y a eu un retard dans la commande du dernier iPhone. C'est pas ça la tragédie. C'est pas ça. Et on perd complètement le sens de cela. Et donc, je pense que c'est très important qu'il y ait un certain nombre d'hommes et de femmes comme vous, et comme un certain nombre d'autres, qui travaillent au devoir de mémoire et qui, en permanence, fassent le lien entre l'histoire et le présent. Et c'est pour ça que c'est très important. Et c'est pour ça que ce musée a son importance et qu'il connaît autant de visiteurs. Là, on renaît tous, parce que depuis qu'on a le droit à nouveau de rouvrir les musées, d'être dehors sans masque, enfin voilà, la vie reprend. Et la réalité des choses, c'est que toute personne, quel que soit son âge, l'endroit où il habite, le pays d'où il vient, ses origines, sa religion, ses convictions, toute personne qui rentre dans ce musée n'en ressort pas pareil qu'il est rentré. C'est impossible. C'est tellement prenant, tellement émouvant, tellement même incroyable. On se dit, mais comment ça a été possible? Comment ça a été possible, une telle tragédie pendant 4 ans, plus de 4 ans, de voir des millions d'hommes, de femmes pris dans un engrenage et se battre dans des conditions épouvantables, des familles entières dévastées, des histoires personnelles qui nourrissent les mémoires, les livres d'histoire, les témoignages, les lettres de poilus bouleversantes, les familles, les enfants. On fait beaucoup d'expositions temporaires d'ailleurs sur ces sujets parce que je crois que c'est très important de toucher ça du doigt. Et ce musée, son message, c'est la paix. C'est l'Europe, c'est la fraternité, au-delà de ce qui a structuré, hélas, tout le XXe siècle. Et c'est pour ça, d'ailleurs, quand on finit le musée, on a fait une évocation de tous les autres conflits qui ont suivi, jusqu'au dernier conflit que nous connaissons au Proche et Moyen-Orient. Donc, tout ça pour vous dire que cette reconstitution de chars prend tout son sens par rapport à notre musée. Alors, un mot sur le char. Si j'ai bien compris, c'est un des tout premiers chars de l'histoire de la guerre. Voilà, le premier. Vous savez qu'à l'intérieur, nous avons un char Renault, vous l'avez peut-être vu. Voilà. Il a été construit à côté, enfin chez vous, dans vos ateliers à l'époque. Voilà, exactement. C'est un secteur que je connais bien. Moi, je vais souvent dans la région d'Avignon, alors je connais bien. Donc la prochaine fois, je viendrai vous voir. Et Saint-Chamond. Comment? Saint-Chamond. Saint-Chamond, exactement. L'original, oui, l'original. Exactement. À l'original. Pas celui-là. L'original, il est à Saint-Chamond, ça je sais bien. Celui-là, il sort des ateliers au Saint-Chamond. Mais je parle de celui-là. Ah ben l'original est à Saint-Chamond. J'ai tout l'historique d'ailleurs. Je peux même vous dire que j'ai regardé de près le profil du canon à 75 mm, les 4 mitrailleuses Hotchkiss. Non, mais j'ai bien tout ça en tête. Vous retrouverez tout ça. On retrouvera tout ça exactement. J'ai vu d'ailleurs qu'il y a un panneau. Il y aura d'ailleurs également des visites pédagogiques, parce que nous avons beaucoup de scolaires qui viennent voir le musée. Bref, ce char a toute sa place ici. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de le valoriser lors du
week-end de septembre, ou avec nos reconstituteurs. Oui. Nous allons organiser des bivouacs, la visite du public, enfin tout ça va être très 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 important. Et puis nous célébrons aussi les 10 années du musée, puisqu'il a été inauguré le 11 novembre 2011 à 11h. Oui. Nous avons tenu notre pari, et il a été construit juste à côté du monument américain, ce monument qui a été durement frappé il y a 3 semaines par la foudre, et donc qui a perdu sa tête. Donc on va évidemment lancer tout un travail de restauration, mais ce monument américain, il a une histoire, c'est qu'il a été financé par les enfants des écoles de Louisiane aux États-Unis et offert par les États-Unis à la France en hommage aux combattants de la bataille de la Marne de 1914, puisque il y avait évidemment beaucoup de liaisons entre la Louisiane et la France, et on retrouve dans les articles d'une revue de l'époque qui s'appelait l'Illustration, qui est l'ancêtre de Paris Match, on retrouve des articles entiers avec l'inauguration en grande pompe de ce monument, avec la classe politique de l'époque, hein, c'était M. Daladier, M. Herriot, Le Brun. Exactement, le taureau du Vaucluse, C'est ça. hein, voilà, bah, c'est ça, c'était les gars de l'époque, hein. Maintenant on a Emmanuel Macron, mais à l'époque on avait... voilà, donc tout ça pour vous dire que ce musée revit et qu'on en est très heureux, et qu'on est très heureux de redémarrer la saison en vous accueillant. Vous êtes ici chez vous et je voudrais vraiment vous rendre hommage, parce que c'est avec des grands Français comme vous que nous pouvons ensemble faire vivre pour le grand public le devoir de mémoire. Merci à vous. Merci. Dire un mot. Moi, je voudrais que vous disiez à tout le monde, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui ne vous connaissent pas, là, ici, il y a des habitants de Meaux, des visiteurs qui viennent de partout, vous disiez un mot sur la manière dont, avec votre mari, vous avez réalisé ce char. Voilà. Tu veux dire Non, mais je dis un mot, parce qu'on est un mot, mais vous pouvez dire plus. Allez Fanny. Allez, Fanny, à vous. Bon, ben, c'est un projet de 2 personnes un peu folles, en fait. On était à table, en 2012, on était à table, et puis Stéphane me dit et si on construisait un char Saint-Chamond? Oui, c'est pas mal, chérie. C'est romantique, hein, remarquez. Ouais, très romantique. Oui, j'avoue. Et j'ai dit, ça pèse combien? Il me dit 22 tonnes. 22 tonnes pour faire dans le jardin, c'était un peu compliqué quand même. Donc, l'idée m'a quand même emballé, puisque en fait, on est passionnés tous les deux hein, sur la Première Guerre mondiale. Pas forcément sur les mêmes sujets, mais on est passionnés sur la Première Guerre mondiale. Et là, je me suis rendu compte que on avait une problématique, c'est que l'un ne retient pas l'autre. Donc, nous voilà partis sur ce projet fou. Nous avons commencé à faire des recherches d'abord sur toute la partie historique et technique. Ça a quand même démarré de 2013. On a fini en 2015. En 2015, on a commencé à rassembler tout ce qu'on pouvait avoir besoin en termes de matériel, parce qu'évidemment, on n'avait pas tout ce qu'il fallait, hein, vous imaginez, avec le poids du char. Donc la première machine qu'on a achetée, c'est un chariot élévateur. Parce que tout ce qu'on veut faire à bras d'homme, c'est pas possible. Et on a continué comme ça, et on a démarré la construction proprement dit en 2017. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est mis dans l'idée que nous allions faire comme lieutenant Fouché. Le char a été construit en 5 semaines, et on s'est dit, challenge, on va essayer de le faire plus court. Donc nous avons commencé le char, et nous l'avons construit en 3 semaines. 3 semaines, pas fini, puisque du coup on a pu le présenter à Berry-au-Bac, ça a été sa première sortie. Et il est arrivé à Berry-au-Bac, et c'était un choix de notre part, il est arrivé en état prototype, c'est-à-dire dans le même état que le lieutenant Fouché avait présenté le sien. Parce que c'était le centenaire de la bataille des chars, et on voulait que les gens voient comment le char était à ce moment-là. Et il a été remobilisé 2 mois après pour la Malmaison, et là, la Malmaison, 2 mois après, il était fini, mais que la partie extérieure, puisqu'on était parti de l'idée qu'on ne ferait que la partie extérieure. Et comme nous sommes toujours des grands fous, quand nous avons fini l'extérieur, on regardait le char et on était fortement déçus parce qu'il n'était pas terminé en fait. Et du coup on a dit on va faire l'intérieur. Et cela s'est poursuivi et nous avons fini le char. En fait il a été chargé le mardi et on l'a fini le lundi soir à minuit. Et voilà.
voudrais remercier l'entreprise Barré qui a fait du mécénat en accompagnant le transport du musée jusqu'à nous, hein, l'entreprise Barré qui est à Poincy dans le Pays de Meaux. Voilà, je sais pas si j'ai pas vu Pascal, mais ah bah si, je te vois les. Bravo. Voilà. Merci à Pascal Barré, Pascal qui est transporteur. Donc, il sait ce que c'est. Nos chemins vicinaux vous remercie de le garder ici 5 ans. Voilà, mais écoutez, en tout cas, c'est super, vraiment génial. Je sais pas si on a prévu un pot, Audrey, parce qu'on a le droit ou pas de faire des pots? On n'a pas prévu de pot. On n'a pas le droit. Vous pouvez rentrer dedans. Oui, j'allais vous proposer de... Je ne résiste pas. Alors, Alors comment on rentre? Parce que moi, on a deux portes. moi j'étais dans l'infanterie, j'ai jamais fait j'ai La jamais fait un particularité, C'est bien, c'est pour les campagnes électorales.